Vous voulez comparer deux échantillons pour savoir s'ils sont statistiquement différents? Dans cette troisième vidéo dédiée aux essais, nous allons voir comment faire un test de comparaison de moyenne. Le but, c'est de démontrer s'il y a une différence entre avant et après si vous faites un changement ou une amélioration dans un process. Si je résume les deux vidéos précédentes, on a vu comment organiser ces essais avec la méthode QQO-QCCP pour ne rien oublier. Ensuite, on a appris à tester la normalité des données avec le probability plot. Maintenant, la troisième étape, c'est de comparer statistiquement si les 100 pièces usinées avec l'outillage standard sont meilleures ou moins bonnes qu'avec le nouvel outillage. En fait, la question à laquelle on va répondre, c'est est-ce qu'il y a une différence entre les deux populations? Pour ça, on va utiliser un test d'hypothèse qui s'appelle le two-sample t-test. Alors, petite parenthèse sur les tests d'hypothèse, d'abord il faut savoir qu'il en existe plusieurs types. Selon ce que vous voulez comparer, la moyenne, l'écart type, la stabilité ou la distribution, on n'utilisera pas le même. Autre critère qui rentre en compte, c'est est-ce que les données suivent une loi normale? C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et enfin, un dernier point, c'est le nombre d'échantillons à comparer. Aujourd'hui, on veut comparer la moyenne de deux échantillons qui suivent la loi normale. Donc dans ce cas, il faudra utiliser le two-sample t-test. Vous le savez, les statistiques ne sont pas précises à 100%. Par exemple, si je vous dis qu'on a une chance sur deux d'avoir la face d'une pièce, est-ce que vous pensez que si je lance une pièce en l'air, je vais obtenir systématiquement pile face, pile face? Non, vous allez peut-être avoir deux fois pile et une fois face, et puis trois fois pile d'affilée. C'est ce qu'on appelle l'erreur d'échantillonnage. Par contre, si on lance cette pièce 1 million de fois, on devrait être très proche des 50%. Donc pour s'affranchir de cette imprécision, on utilise un intervalle de confiance. C'est vraiment une notion importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je reprends l'exemple du pile ou face, on dira qu'en moyenne, on a 50% de chance d'avoir pile avec une incertitude qui variera entre 45 et 55%. L'intervalle de confiance, c'est une sécurité qu'on se place autour de la moyenne parce qu'on ne sait pas exactement si ce sera 49, 51 ou 55%. Les tests d'hypothèse, c'est des outils qui permettent de dire quelle est la probabilité que ce que l'on dit est vrai, en prenant en compte cet intervalle de confiance. Voilà pour la théorie, passons maintenant à la pratique. Donc on retrouve les données dans Minitab en deux colonnes, outillage standard et outillage nouveau. Vous allez dans Stat, Basic Statistiques, two-sample t-test. Le menu déroulant permet de choisir comment sont structurées vos données. Vous avez trois possibilités. Si vos données sont dans deux colonnes différentes, comme c'est le cas ici, vous utilisez Each sample is in its own column. Si vos données étaient dans la même colonne, comme c'est le cas ici, il faudrait choisir Both samples are in one column. Et enfin, la troisième option vous permet de rentrer directement les éléments importants pour Minitab pour faire le test, c'est-à-dire la taille de l'échantillon, la moyenne et l'écart type. J'en profite pour préciser qu'il n'est pas obligatoire d'avoir le même nombre d'échantillons dans chaque groupe pour faire un test d'hypothèse. Donc on revient dans Each sample. Dans Sample 1, on sélectionne outillage standard et dans Sample 2, outillage nouveau. On voit qu'il y a un bouton Options. On peut régler l'intervalle de confiance. Généralement, on laisse à 95%. Hypothesis difference doit toujours être à 0 puisqu'on veut savoir si les deux échantillons sont identiques. Alternative hypothesis. Généralement, on laisse différent, mais Minitab 17 peut tester si les échantillons sont supérieurs ou inférieurs les uns aux autres. Je vous conseille de laisser par défaut différents pour éviter toute confusion. On valide par OK. Dans Graph, vous pouvez demander au logiciel de tracer deux graphiques, Individual Value Plot et Box Plot. On valide par OK et encore OK. Voilà, donc les graphiques sont générés. Je ne vais pas vous donner tous les détails du boxplot parce que ça sera l'objet d'une vidéo à part entière, mais juste quelques infos.
Donc chaque boîte représente un échantillon. À gauche, c'est l'outillage standard et à droite, c'est le nouvel outillage. La ligne du milieu ici, c'est la médiane. Je répète, c'est bien la médiane et pas la moyenne. Si on reste avec la souris un petit peu de temps, on obtient la valeur qui est de 10,01. Les lignes ici qu'on appelle les moustaches, en haut et en bas, représentent l'étendue des données. Donc avec ce graphique, on peut dire que la médiane des échantillons usinés avec l'outillage standard est plus basse que celle avec le nouvel outillage. Il semblerait que l'écart type, c'est-à-dire la largeur de la boîte, est plus petite avec l'outillage standard qu'avec le nouvel outillage. On confirmera ça tout à l'heure par les chiffres. Le deuxième graphique, c'est Individual Value Plot. Donc c'est un peu la même chose, sauf que là, chaque point est représenté. Le point bleu, par contre, ici, ça, c'est la moyenne. Ce n'est pas la médiane comme tout à l'heure avec le box plot. Mais le plus intéressant, c'est le rapport texte. Donc on va dans la session, on agrandit. Dans la première partie, Minitab synthétise les données. Donc on voit ici que outillage standard N, c'est le nombre de valeurs. Min, c'est la moyenne. Et l'écart type, 0,31. Donc on confirme ce qu'on a vu avec le box plot. La moyenne et l'écart type sont plus petits avec l'outillage standard. Deuxième information importante, c'est le p-value qu'on retrouve ici. J'ai expliqué dans la vidéo précédente à quoi correspondait le p-value, n'hésitez pas à la revoir. On voit ici qu'il est inférieur à 0,05, donc on peut conclure que les échantillons sont statistiquement différents. Il y a bien une différence entre les pièces usinées avec l'outillage standard et le nouvel outillage. La dernière question à laquelle on doit répondre, c'est avec quel outillage on a les meilleures performances. C'est ce qu'on va voir dans la dernière vidéo. Je vais vous présenter un quatrième outil qui permet de dire combien on génère de rebuts à partir d'un échantillon. Vous allez littéralement prédire l'avenir. En attendant la suite, laissez-moi vos commentaires et vos questions sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir gratuitement 1 heure de formation pour bien démarrer en Six Sigma. Pour ça, vous cliquez sur le lien qui apparaît sur cette vidéo, vous laissez votre email et je vous l'envoie immédiatement. Et puis comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous et puis partagez-la. À bientôt sur uptraining.fr.